Bonjour à tous, il fait un temps capricieux au dehors avec l'harmattan qui éructe quelques effluves tardifs de vent, de poussière, de brouillard et surtout de fraîcheur. Les gorges sont sèches, on voit un peu difficilement, on respire aussi mal. Prenez soin de vous. Vous êtes sur Canal 3 Bénin, il est 13 h. Voici l'actualité et les titres. On va commencer déjà par parler de salubrité, notamment à l'abattoir de Cotonou. Soyez tranquille, tout y est propre pour votre santé et pour votre plaisir de consommation de la viande. C'est le message qui se dégage de la descente de constats et d'inspections effectuées par la direction de l'élevage hier sur les lieux. Des caméras en ont été témoins et vous rapportent les images dont vous en avez un bout là. Tout le film capté par Canal 3 Bénin dans un instant. Et puis, sentez toujours et ce soulagement dans le rang des populations de Détaou dans la commune d'Aboumé qui vont enfin avoir le centre de santé de Ouattangandji qui finit et sera mis en service. Retour dans ce 13 h sur l'histoire d'une infrastructure qui a mis plus de 10 ans pour voir le jour. Les bâtiments, vous le voyez déjà, accusent le temps avant même d'accueillir les tout premiers patients. Et puis maintenant le bon titre qui vient, le dernier temps de restructuration, temps incertain pour les agents à la retraite de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacol qui s'inquiètent pour leur destin dans ce contexte de réforme au niveau de l'entreprise. En assemblée générale hier, ils ont demandé à avoir un mot à dire au sujet du destin de la maison qui les avait employés. Narcisse Alossé, les a écoutés. Vous suivrez son point dans ce journal. Merci de prendre le rendez-vous de l'information et de l'actualité sur le 13 h. Propre ou pas propre, on est bien embarrassé au sujet de l'hygiène au niveau de l'abattoir des bêtes à Cotonou, surtout avec ce dernier développement de l'actualité où le directeur des lieux a été remercié. On était lundi. Mais pour répondre justement à cette question posée au début, c'est une voie hiérarchique supérieure qui s'en donne la peine et surtout les moyens. Une descente sur les lieux pour une randonnée caméra au point. On fait le tour du propriétaire, donc tout ceci est nickel, nous dira Asiongbo Kanyi Asiongbo qui a donc fait le déplacement. L'environnement pour l'abattage de bœufs ici à l'abattoir de Cotonou ne souffre d'aucune souillure. C'est ce que montre la visite de l'unité moderne de cette structure où se déroule le traitement de viande. Contrairement aux rumeurs qui enflent depuis quelques jours et qui parlent d'insalubrité du milieu, la direction de l'élevage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche explique la méthode de travail ici. C'est un milieu où des zones sont sales, d'autres sont propres, et c'est inévitable. Parce que là, il y a du sang qui va être recueilli après l'abattage, et il faut que ce sang soit géré. Il y a également des fesses qui vont être gérées, qui sont obtenues des abattages des animaux. Dans le même temps, il y a des eaux usées. Tout ça, ça fait partie des problèmes de l'abattoir. Et dans la construction d'un abattoir, il y a déjà des mesures qui sont prises pour la gestion efficace de ces produits pour ne pas nuire à l'environnement. Une fois l'abattage terminé, dans la matinée, les agents procèdent au nettoyage et rendent les lieux propres. Aucune trace de débris de chair et de sang au sol. Toutes les dispositions sont prises pour que le travail reprenne le lendemain dans les meilleures conditions. Ils respectent les normes actuelles en termes de construction d'abattoir. Dans cet abattoir, nous arrivons à respecter le principe de la marche en avant, la séparation des secteurs sains des secteurs souillés. La direction de l'élevage rassure les consommateurs de la qualité de la viande qui sort de cet abattoir. Les vétérinaires sont à l'avant-garde pour garantir la qualité des produits qui sont préparés à l'abattoir de Cotonou, pour que les viandes préparées ici, ainsi que les éléments du 5e quartier, soient des denrées salubres qui ne puissent causer aucun dommage aux consommateurs. Nous les invitons
à se rendre et à consommer les denrées qui sont préparées ici. Le nouveau bâtiment qui abrite l'abattoir moderne a été construit et mis en service en 2018. Elle respecte les normes sanitaires. La liste électorale sera rendue à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, le 17 mars prochain. Nous serions alors, comme l'exigent les tests, à exactement 60 jours du scrutin des communales et municipales prochaines. C'est la parole du président du COSLEPI hier, donnée aux hommes des médias qu'il avait conviés à un point de presse. L'honorable Jérémy Adomaou a par ailleurs fait le point du processus d'actualisation du fichier électoral national avant de lancer un avis aux citoyens retardataires encore en rade. La date butoir pour l'inscription, on le rappelle, c'est le 23 février prochain. En plus, beaucoup de choses ont avancé et évolué. Et il y a même des chiffres qui peuvent être désormais hasardés. Voici la substance de ce qu'il a confié aux hommes des médias avec Wahab Alikba. Les opérations d'actualisation du fichier électoral national, démarrées depuis le mois d'octobre 2019, ont connu entre-temps une suspension temporaire pour des raisons de dialogue politique et d'adoption d'un nouveau code électoral le 24 janvier 2020. Nous avons décidé de relancer nos activités de terrain et donc donner un délai de 13 jours pour la phase de recueil des requêtes des citoyens. Cette phase a consisté à permettre aux populations de notre pays de formuler des demandes de correction ou de rectification d'informations personnelles, des demandes de radiation de personnes décédées, de mineurs, d'étrangers ou de personnes ayant perdu leurs droits civiques, des demandes de transfert de centres de vote, des demandes d'inscription, des déclarations de perte de carte d'électeur et des demandes de duplicata. Cette série d'opérations qui a duré 13 jours du 25 janvier au 6 février 2020 sur toute l'étendue du territoire national et qui a mobilisé les chefs de village et quartiers de ville, les agents techniques d'actualisation d'arrondissement, les commissaires communaux d'actualisation CCA, les coordonnateurs de zone, les coordonnateurs départementaux, les superviseurs d'aires opérationnelles, assistés des experts de l'Agence nationale de traitement. Au terme de cette série d'opérations, nous pouvons retenir globalement que environ 14 000 de citoyens ont demandé des modifications au niveau de leurs données à caractère personnel. Environ 3 000 demandes de radiation ont été formulées et environ 70 000 de demandes de transfert et environ 42 000 demandes de déclaration de perte et de demandes de duplicata de cartes d'électeurs. Au cours de cette opération de terrain, nous avons été confrontés à quelques difficultés. On peut noter l'adhésion difficile des populations à l'application des lois 2015-01 et 2015-02 relatives aux unités administratives en République du Bénin et à la cartographie électorale en République du Bénin. Le délai assez court, environ 13 jours, de collecte des requêtes des populations. Et face à cette difficulté, le COSLEPI, soucieux de doter notre pays d'une liste électorale fiable qui prend en compte tous les citoyens en âge de voter, a décidé, suite à une plénière ce matin, de proroger le délai des opérations de terrain. Ainsi, la collecte des requêtes va se poursuivre jusqu'au 23 février 2020 dans les centres de vote pour permettre aux citoyens retardataires de formuler encore leurs réclamations. Étant donné que le corps électoral est convoqué pour le 17 mai 2020, le COSLEPI, pour satisfaire aux exigences de la loi 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, doit rendre la liste électorale à la Sénat le 17 mars 2020 au plus tard, soit 60 jours avant le scrutin. C'est donc le lieu d'inviter tous les citoyens concernés à se mobiliser pour participer activement à ce dernier ratissage. Voilà, pour ce qui concerne donc le point du processus d'actualisation de la liste électorale. Un autre point, celui-là
très triste et macabre. C'est le point relatif à l'affaire Gracia. Vous vous rappelez, cette petite enfant de 7 ans assassinée à Cotonou par des individus pour des pratiques occultes devant leur permettre d'accéder rapidement à la richesse et au confort matériel. On a tout désormais et on sait tout de ce qui s'est passé. La police en a fait le point au procureur de la République près le tribunal de première instance et de première classe de Cotonou qui, à son tour, s'est chargé d'en dire 2 mots hier à la presse nationale. Mario Betonou l'a martelé, les présumés auteurs en cours jusqu'à la réclusion à perpétuité. On le suit. Dans la soirée du lundi 3 février 2020, le commissariat spécial de Dantokwa a été saisi de la disparition de la petite Gracia Prunel. Très vite, les investigations ont conduit sur la piste d'un employé de la boutique de vente de liqueurs devant laquelle la mère de Gracia Prunel tient son commerce de vente d'oranges au quartier Misebo, lieu dit à Beaumégard, pour brouiller les pistes. Cet individu s'est rendu lui-même au commissariat de Dantokwa dès le lendemain, 4 février 2020, pour déposer formellement plainte contre la mère de la fillette, motif pris de ce que cette dernière l'accuserait à tort de la disparition de son enfant. Mais interpellé, puis soumis à interrogatoire, il passera aux aveux 24 heures plus tard et dénoncera un complice en cavale. Le samedi 8 février 2020, le complice qui s'était réfugié à Djong, dans le département de Lomé, sera interpellé à son tour. À l'étape actuelle, il résulte de l'enquête les faits suivants. Courant janvier de cette année, l'auteur de l'enlèvement a été approché par un de ses amis escrocs qui lui a expliqué qu'il avait besoin d'un pouvoir mystique pour convaincre facilement ses victimes d'escroquerie. Le charlatan de circonstance, en acceptant la mission, fait savoir à son ami qu'il aura besoin d'argent pour acheter quelques ingrédients, mais aussi et surtout qu'il faudra posséder un sacrifice humain pour prélever des organes. 2 organes humains devaient en effet rentrer dans la composition d'un savon et d'une pommade magique. Il s'agit du cœur et de l'encéphale. Dans cette perspective, l'escroc remet la somme de 18 000 francs CFA à son complice avec la promesse qu'une fois le rituel accompli et la fortune acquise, il procéderait à un partage équitable et il utiliserait les fonds pour développer un commerce. Les objectifs définis, les achats effectués, restaient maintenant à résoudre l'équation des organes humains. Dans un premier temps, les 2 complices ont retenu d'inviter une prostituée à passer la nuit au domicile du charlatan, puis d'en profiter pour la tuer et prélever les organes. À 3 reprises, ils échoueront dans cette tentative. C'est alors que le charlatan a orienté son choix vers une cible plus facile à atteindre, la petite Gracia Prunel. Profitant d'un moment d'inattention ce 3 février 2020, inattention de la mère et de l'entourage, le charlatan a enlevé la fillette et l'a conduite à son domicile au quartier Saint-Rita. Une fois sur place, la petite a été assommée par un objet contondant, puis un couteau lui a été enfoncé dans la gorge du côté gauche. Alors que les prélèvements d'organes allaient commencer, la maman, qui avait déjà remarqué la disparition de sa fille, commence à appeler son voisin du marché avec insistance. Ce dernier finit par décrocher l'appel. Il nie tout de suite avoir enlevé la fillette bien avant qu'on l'interroge sur ce point. Mais pris de panique, il suspend le prélèvement des organes. Le corps sans vie de Prunel sera précipitamment emballé dans un sachet plastique et jeté dans un bas-fond non loin du lieu du crime. Le couteau et les sandalettes de la fillette sont jetés dans les toilettes. Le corps, le couteau et les sandalettes seront retrouvés par la police sur indication des suspects. Gracia Prunel était élève en classe de CE1. Gracia Prunel était âgée de 7 ans. Elle était âgée que de 7 ans. Les auteurs de ce crime ont été présentés au parquet ce jour. Ils ont été inculpés des chefs d'assassinat et de pratiques de charlatanisme.
Ces faits sont prévus et punis par les articles 458, 468 à 471 et 475 de notre code pénal. Ils sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Et voilà. 10 ans, on peine à se remettre. 10 ans pour construire un centre de santé qui n'est pourtant pas de dernière classe. Loin s'en faut. Ce sont de modestes bâtiments destinés à accueillir les populations de Ouattangandji, à Détaou, dans la commune d'Abomey, pour la maternité et les premiers soins. Les bénéficiaires avaient même commencé à abandonner leur rêve de pouvoir se soigner juste à côté, plutôt que de se taper la dizaine de kilomètres traditionnels. Et voici maintenant que les travaux sont relancés sur des bâtiments qui accusent déjà le temps et laissent des fissures. Mais qu'à cela ne tienne, les populations veulent leur centre de santé et se sont même d'ailleurs remises à rêver et à célébrer ce qu'il est difficile d'appeler ici joyau. Imet Hélène Amoussou. Entamée il y a plus d'une dizaine d'années, la construction de la maternité isolée de Ouattangandji dans l'arrondissement de Détaou à Abomey s'en va bientôt s'achever. Le chantier, qui a démarré avec engagement, a connu une certaine évolution avant d'être abandonné. L'enthousiasme suscité à l'époque par l'annonce de la construction et le démarrage des travaux de ce centre de santé s'était alors estompé, laissant place à l'amertume et au désespoir chez les populations. C'est un PIP de 2005 ou 2006. Parce que moi, j'ai pris l'arrondissement en 2008, mais le projet était déjà en souffrance. Les premiers sous qui étaient destinés pour le projet sont distraits. Avec les derniers efforts de la mairie d'Abomey, on vient de remettre les bâtisses en état. Plusieurs années durant, broussailles et reptiles ont occupé les lieux. Les multiples démarches effectuées pour relancer les travaux sont restées infructueuses jusqu'à un passé récent. Il y a quelques semaines, la réfection et l'achèvement des bâtiments ont repris. Les premiers matériaux médicaux sont déjà acheminés sur le site. Des actes qui ont redonné espoir aux populations bénéficiaires, celles environnantes ainsi que les autorités. Il est vrai, la mairie a déjà pris les dispositions, la DDS aussi a joué sa partition, mais pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui, je crois que c'est les efforts des uns et des autres. Personne ne peut se taper la poitrine pour dire c'est moi, mais l'essentiel est qu'on est en train de voir le projet aboutir. Prévu pour prendre en charge les femmes enceintes, mais aussi pour apporter aux populations les premiers soins, ce centre est construit sur financement du programme d'investissement public PIP des années 2005. Il n'a encore jamais admis le moindre patient. L'ouverture effective de cette maternité est annoncée pour se tenir dans quelques jours. Sa mise en service va permettre de régler beaucoup de problèmes de santé dans la localité. Obligés de parcourir 7 km avant d'atteindre le centre de santé le plus proche, les populations vont pouvoir s'offrir sur place les premiers soins médicaux. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire d'A, Djidja Abomey Agbaïzou, a rassuré de la qualité et du coût accessible des consultations. Séverin Tokanou a également ajouté que les dispositions sont également prises pour susciter la fréquentation du centre. C'est une bonne nouvelle pour la population de Tangandji, puisque ces locaux construits depuis près d'une quinzaine d'années vont devoir désormais servir à cette population qui pourra avoir désormais un centre de santé à proximité pour les problèmes de santé. Les femmes pourront suivre leur grossesse facilement ici à Tangandji, elles pourront accoucher dans de bonnes conditions et les personnes souffrant de pathologies ou ayant besoin de soins pourront avoir les soins curatifs à proximité et à moindre coût et des soins de qualité. Tout comme le centre de santé de Ouattangandji, plusieurs autres formations sanitaires ont été construites et sont en souffrance dans le département. En plus des travaux de réfection, le nettoyage des lieux reste un point crucial avant le démarrage des offres de soins. D'autres problèmes comme la disponibilité de l'eau potable, l'énergie électrique sont aussi à résoudre. Le non-règlement de ces difficultés qui peuvent entraver le bon fonctionnement du centre angoisse autorités locales, bénéficiaires et autres. Les populations, quant à elles, s'en remettent une fois encore aux personnes de bonne volonté et surtout les autorités au plus haut niveau. Oui, et pourvu que ça ne fasse pas encore 10 ans.
Ils n'ont peut-être pas encore un enfant à éduquer, ou peut-être que si. Mais peu importe, la direction générale de la famille a choisi de ne pas faire de distinguo et de parler à eux tous, jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, de comment dialoguer avec les enfants sur des questions de santé sexuelle et reproductive. Elle a eu, pour la circonstance, le coup de main du Centre des œuvres universitaires et sociales. L'objectif est de réduire les impacts de la sexualité non responsable sur les cursus universitaires des jeunes. Clément Achadé pour Le Point. Face à ce parterre d'étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, des spécialistes des questions de santé sexuelle et reproductive. Il s'agit pour ces derniers de sensibiliser la jeunesse estudiantine du Bénin sur les bonnes pratiques en matière de sexualité et de reproduction. Une initiative de la Direction générale de la famille et des affaires sociales qui mobilise les cadres des ministères en charge de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. Et pour le compte de cette séance de sensibilisation, les communicatrices ont insisté sur la nécessité du dialogue entre les parents et les enfants. La séance de ce jour n'a pas pour objectif de faire l'apologie du sexe, loin de là, mais plutôt vous inviter à vous prévenir contre les risques, je veux dire les difficultés liées à une sexualité non protégée. C'est pour que vous preniez conscience de l'impact de cette sexualité si elle n'est pas maîtrisée, voire aussi d'une fécondité non maîtrisée. Je vous sais assez responsable et assez mûr pour comprendre que l'avenir de ce pays repose entre vos mains et le développement de notre État dépendra en grande partie de la personnalité que vous vous forgerez au cours de votre formation universitaire. Les récentes études sur la santé sexuelle au Bénin indiquent que 53% des rapports sexuels en milieu scolaire et universitaire sont non protégés, 20,6% d'agressions sexuelles et 4,2% de viols. 3,8% des jeunes filles ont au moins pratiqué une fois l'avortement. Un état des lieux alarmant qui amène les autorités publiques à multiplier les actions de sensibilisation. Et pour le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, la cible choisie est à saluer. Quand on parle de sexualité, et les hommes et les femmes sont concernés. Parce que la sexualité ne se conçoit pas seule. Je voudrais donc remercier la directrice du cours, les autorités à divers niveaux, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre sur le campus. Parce qu'un campus universitaire, c'est important, comme lieu de concentration de la jeunesse en formation, comme lieu de concentration de la jeunesse qui prépare à la relève. Je me suis dit, toutes ces actions-là, ça va aboutir à quoi? À augmenter les chances de réussir, donc, de mes étudiants et étudiants. Et c'est en cela que je me suis sentie très interpellée. Et j'ai dit que moi-même, je vais en profiter pour m'assurer que les conditions donc, de travail se mettent bien en place pour faciliter la réussite à mes chers amis. Avec cette campagne de sensibilisation, la ministre des Affaires sociales a eu des échanges francs avec la jeunesse estudiantine qui en a saisi l'occasion pour le faire part de ses doléances. La finalité de cette action est d'éviter que le cursus universitaire soit perturbé par des maladies sexuellement transmissibles, la conséquence d'une sexualité non responsable. Clément Achadé. Les réformes actuelles à la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop ne rassurent pas beaucoup les retraités de la structure. En assemblée générale hier à Cotonou, les membres de leur amicale sont ouverts au public. Au fond, ils veulent savoir ce qu'il adviendrait d'eux dans tout ce qui se fait, se dit et se prévoit au sujet du destin de l'entreprise qui les a employés longtemps. Inquiétude soulevée par l'absence d'une voix pour leur parler de leurs conditions. Narcisse Alossé. D'un côté, des agents de la Sonacop déjà admis à faire valoir leur droit à la retraite et de l'autre, ceux encore en activité. Un plateau d'une rare singularité pour une assemblée générale de l'amicale des retraités de la Sonacop qui fait suite à une audience que l'administrateur provisoire a accordée aux membres de l'amicale. Au cours de cette rencontre et à la suite des mots de bienvenue et des inquiétudes des retraités sur l'avenir de la Sonacop, l'administrateur provisoire a expliqué à l'assistance
que sa mission est de continuer l'exploitation de la Sonacop et d'élaborer le plan de restructuration ensemble avec des experts sous l'autorité du comité de coordination et de suivi. Dans le plan de restructuration, il y a une mesure qui suscite des inquiétudes ici, celle de la suspension des dotations des tickets valeurs élargie aux agents retraités. Si nous sommes arrivés à la restructuration, c'est parce que le mal est profond. Et quand on est malade, il faut accepter de se faire soigner. Vous allez, pendant vos travaux, pendant votre rencontre, réfléchir, certainement faire des propositions. Je suis sûr que le gouvernement également est ouvert à toutes les propositions qui pourront amener la Sonacop à sortir de cette situation triste que nous vivons. Une situation triste face à laquelle ces agents admis à faire valoir leur droit à la retraite s'interrogent sur l'avenir de leur amicale. Si le président de la République avait dissous la Sonacop, c'est que vous n'avez pas existé, chers doyens et doyennes. Nous savons que le président de la République a une vision prospective et de développement de la Sonacop. Le président de la République ne laissera jamais le secteur des hydrocarbures entièrement dans la main des privés qui sont exclusivement guidés par le profit, rien que par le profit. De la dissolution à la restructuration de la Sonacop, le syndicat des travailleurs salue la vision du chef de l'État, mais souhaite que dans le processus, la branche de stockage ne soit pas dissociée de celle de la distribution. Car l'un soutient l'autre. Si la distribution aujourd'hui n'est pas rentable, hier elle l'a été et demain elle le sera. Dans ce grand virage amorcé depuis octobre 2019, ces agents réunis au sein de l'amicale des retraités de la Sonacop nourrissent toujours l'espoir de voir leur entreprise commune réussir l'épreuve de la rédemption. Mais leur vœu, c'est non seulement d'avoir une place au moins au sein du comité de coordination, mais aussi et surtout de maintenir l'entreprise dans le giron de l'État. Pour que ça vienne. Merci à Narcisse Alos. Je vais vous parler d'une autre entreprise maintenant. Celle-là, elle est bancaire. Il s'agit de la Bank of Africa Benin qui célèbre ses 30 ans d'existence depuis quelques jours maintenant. C'est dans ce cadre que plusieurs de ses partenaires ont bénéficié de son attention soutenue. Avec certains, la banque a signé des conventions et avec d'autres, des mémorandums. Il s'agit en fait de contrats pouvant permettre à ses partenaires de bénéficier de financement et d'appui pour le développement de leurs entreprises. On fait le point. La célébration des 30 années d'existence de la BOA Bénin ne passe pas inaperçue chez ses partenaires. Avec acteurs du monde de l'automobile, ceux du secteur de l'agriculture et autres domaines d'activité, la Bank of Africa Bénin a apposé des signatures et échangé des parapheurs. Un geste qui symbolise la disponibilité de toutes les parties prenantes à la convention de faire chemin ensemble avec les avantages et contraintes que cela implique. La Bank of Africa Bénin, ça fait 30 ans effectivement d'existence, ça fait 30 ans de développement au service de l'économie du Bénin. Mais il faut marquer ces 30 ans par la signature de conventions qui nous permettrait effectivement d'accompagner plus directement effectivement tous ces opérateurs-là. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ça s'inscrit en droite ligne des orientations d'abord réglementaires, parce que même la Banque centrale aujourd'hui a mis en place un dispositif d'accompagnement des PME. Et comme je l'ai dit, nous-mêmes, Bank of Africa, les orientations stratégiques qui sont exprimées par nos dirigeants, c'est de faire en sorte que les PME puissent être accompagnées, et aussi bien les PME agricoles que les PME industrielles et les PME qui effectivement mènent leur activité dans le domaine du commerce. Donc il s'agit d'adresser le financement, des financements structurés à toutes ces catégories d'opérateurs. Et la BOA, fort de ces 30 ans d'expérience, après un bilan assez élogieux, décide de faire des 30 ans à venir l'un des investisseurs importants dans le secteur agricole. Nous ne pouvons que nous réjouir
Et ce partenariat constitue, disons, l'un des acteurs clés pour le FNDA en vue d'adresser, disons, les nombreuses demandes que nous avons dans le secteur agricole. Comme le DG l'a dit tantôt, la balle est désormais dans le camp des PME agricoles. La Bank of Africa Bénin s'engage à accompagner ses partenaires à travers des financements pour un développement harmonieux des petites et moyennes entreprises. L'institution bancaire a d'ailleurs tendu la main à bien d'autres partenaires à travers la signature d'un mémorandum d'entente. Ici, les bénéficiaires sont directement des membres des associations et des chambres constituées. Ça devient une obligation pour nous. On ne peut pas se targuer d'être banque leader du pays et ne pas prendre l'initiative sur ce plan-là. C'est pour cela qu'on a voulu, à l'occasion de ces 30 ans, marquer le coup pour qu'on puisse signer effectivement ces conventions et lancer vraiment ces opérations d'envergure qui nous permettraient effectivement de financer les besoins de ces opérateurs économiques du pays. La Bank of Africa Bénin propose donc à ses associés des taux préférentiels sur des crédits de sorte à booster l'économie et les activités de ses partenaires. Une initiative assimilable au sein dans le bon fonctionnement de l'organisme. Merci à Wahab Alikpara pour ce reportage qui vient mettre un thème justement à ce rendez-vous de la mi-journée de l'information sur Canal 3 Bénin. Je vous rappelle qu'on a évoqué rapidement la situation au niveau de l'abattoir des bêtes à Cotonou. Les images sont nickel et présentent un lieu très propre. Vous aviez suivi le compte rendu de Asiongo Kanya. On a aussi évoqué le point de presse fait par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Marie Metonou a fait un petit point de l'affaire concernant justement la petite Gracia, cette fille de 7 ans assassinée pour des pratiques occultes. Et puis, on a aussi parlé d'un centre de santé qui naît difficilement. Depuis 10 ans, ça traîne. Mais la population espère toujours, c'est quelque part dans la commune d'Abomey. Merci d'avoir été là. C'est fini donc pour ce 13h. Le temps passe très vite. On est déjà mercredi. Mon aventure hebdomadaire, en tout cas pour le compte de Canal 3 Bénin, s'arrête ici. On va se voir certainement lundi prochain pour un autre rendez-vous de l'information de la mi-journée. Mais l'actualité continue toujours sur la 3. À 16h, vous avez par exemple le bulletin de l'information. À 19h30, l'édition vespérale de l'information et puis l'édition de la nuit à 22h30. D'ici là, vous gardez le sourire, vous portez très bien et à la semaine prochaine.